Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session du webinaire de Sobre Énergie pour cette fois-ci sur le thème de la solarisation des bâtiments tertiaires et notamment pour vous aider à vous lancer tout simplement et faire un point détaillé aussi bien sur la dimension réglementaire que sur la dimension technique. Euh, la décarbonation, c'est un défi majeur, tout le monde le sait, et on essaye chaque jour d'œuvrer pour vous aider à décarboner. Et même si certaines déclarations récentes semblent en douter sur certaines tribunes, en tout cas, la tendance de fond, elle est là, elle est irréversible. L'électrification donc des usages, du bâtiment tertiaire, mais aussi de la mobilité qui est souvent associée au bâtiment tertiaire, elle est là pour longtemps. Et la question est justement d'arriver à saisir ce mouvement. C'est pour ça que le photovoltaïque en autoconsommation, puisque là, c'est le sujet de ce jour, peut jouer un rôle clé. Pourquoi? Parce qu'il est compétitif et qu'il produit en journée, notamment sur la dimension, sur les bâtiments tertiaires. Les chiffres les plus récents de Enedis, on va le voir tout à l'heure, sont clairs. Son développement en France, en tout cas sur l'année passée, explose et malgré les hésitations, on va dire, du pouvoir réglementaire et éventuellement de certaines forces politiques, ne remettent pas en cause ce développement. Alors, il y a aussi des défis techniques, il ne s'agit pas de les masquer, puisque notamment cela peut avoir un impact sur l'équilibrage du réseau, comme vous le savez. Donc, en tout cas, dans le tertiaire, l'autoconsommation est particulièrement vertueuse à ce jour. Elle alimente déjà certains usages électriques comme des pompes à chaleur ou même de la mobilité électrique sur certains sites tertiaires, et elle protège aussi en partie de la volatilité des prix d'énergie. On l'a vu depuis 2022, il y a quand même eu pas mal de volatilité. Elle est aussi compétitive, on le voit sur cette période récente. Donc, le législateur a accompagné cette dynamique avec des obligations de solarisation, notamment sur les parkings. Et comme souvent, donc le diable est dans les détails, et ces détails feront la différence. C'est pourquoi donc nous avons aujourd'hui deux invités. Donc je suis ravi d'accueillir Christophe Vernet qui sera là pour nous expliquer les bonnes pratiques techniques notamment, et puis surtout Lucie aussi également, Lucie Pernet qui est avocat associé à Daltis. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous allez nous aider pour décrypter les subtilités réglementaires, notamment de la loi APR, mais pas seulement. Donc, merci à vous deux d'être présents, et puis merci donc à notre audience en tout cas de ne pas hésiter dès maintenant à poser vos questions, en tout cas à retenir les questions qui pour vous turlupinent, et à les noter dans le chat qui se trouve à disposition sur votre interface. Ça nous permettra en fin de session de les reprendre, en tout cas dans leur exhaustivité, en tout cas d'essayer le plus possible. Sans plus attendre, car le programme est assez riche, juste une petite introduction rapide. On va faire un petit sondage pour connaître un petit peu votre maturité sur la dimension réglementaire de tout ce qui est obligation de solarisation des bâtiments tertiaires ou des parkings, puisque cela, il s'agit quand même de ce sujet. On verra ensemble avec Christophe l'étude de faisabilité solaire qui est en fait un passage obligé pour identifier en tout cas le business plan et la rentabilité de votre projet. Et puis on verra ensemble comment on peut suivre les gains post-travaux et potentiellement intégrer un contrat de performance énergétique. On prendra du temps pour les questions-réponses. Donc sans plus attendre, on va juste vous projeter sur votre interface deux petites questions très rapides là qui s'affichent sur votre écran. Donc connaissez-vous les obligations récentes issues de la loi APER? Donc est-ce que vous avez une vision claire de cette réglementation, alors on va dire qui, en caricature un petit peu, qui concerne beaucoup les parkings de plus de 1500 m², mais en tout cas, est-ce que vous avez une vision claire de vos obligations si vous êtes concerné? Alors, il y a les parkings de 1500 m², mais aussi il y a des parkings plus petits de plus de 500 m². Donc voilà, on commence à déjà un petit peu à en parler, mais est-ce que vous avez une vision claire? Ça nous permettra de voir un peu quelle est votre maturité et puis surtout de répondre à vos questions après dans la phase de questions-réponses. Donc, est-ce que là, il y a une majorité ou en tout cas, il y a une tendance qui se dégage? Est-ce que oui, donc là, effectivement, non à une majorité. Et puis, une deuxième question, donc effectivement, donc ce sera du temps, en tout cas bien investi pour rentrer dans le détail de cette réglementation. Deuxième question qui devrait s'afficher sur votre écran.
avez-vous déjà évalué le potentiel solaire de vos bâtiments tertiaires? Donc voilà, ça c'est une question d'opportunité pour le coup, pas seulement une question on va dire, de respect des obligations de cette loi, mais se dire, bon, bah, OK, est-ce que j'ai déjà fait une étude en amont pour voir si il y a un intérêt économique à mettre en place une ombrière, une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur mon patrimoine tertiaire et voir finalement si j'ai un intérêt économique à le faire. Voilà, donc je vous laisse répondre. Donc ça, c'est une première, ça va nous permettre d'ouvrir le débat et puis ensuite d'enclencher cette discussion. Donc effectivement, donc il y a quand même une majorité d'entre vous qui ont entamé cette réflexion. Donc ça veut dire que vous avez quand même une maturité sur le sujet et même s'il y a une petite minorité qui n'a pas entamé cette initiative. Donc écoutez, justement, là, le but, c'est de ouvrir cette discussion. Donc, je vous rappelle très rapidement pour aller vite et aller directement dans le sujet, juste pour rappeler qui réalise ce webinaire, donc Sobre Énergie. Donc, on est une filiale de la Caisse des dépôts et de la Poste Immobilier. Donc, on est un bureau d'études, mais en même temps, on est une plateforme de management de l'énergie qui permet de suivre les consommations d'énergie, mais aussi la production d'énergie, et qui réalisons aussi des études, des audits énergétiques, environ 300 audits par an, et nous sommes 50 salariés. Donc, comme je vous le disais, on est à la fois éditeur d'une plateforme, c'est-à-dire qu'on suit les consommations de votre patrimoine, souvent multi-sites, afin de vérifier en tout cas les performances énergétiques des actions que vous pouvez mettre en œuvre, réalisation d'études et d'audits énergétiques, et enfin, on met en place du suivi d'action, de sensibilisation, notamment à travers des conseils d'énergie management et des plans d'action, des revues énergétiques pour les maîtres d'ouvrage. Voilà, sans plus attendre, maintenant que vous avez une idée assez claire, je vous rappelle quand même qu'il y a un contexte plutôt, en tout cas sur l'année passée, et ça c'est les chiffres d'Enedis, à une explosion en tout cas des installations solaires en autoconsommation individuelle. De toute façon, il n'y a aucun doute là-dessus, on est sur des croissances à 2 chiffres, à plus de 44% en un an, avec presque 800 000 installations photovoltaïques en autoconsommation individuelle. L'autoconsommation collective qui est un petit peu plus complexe, qui requiert quand même la création souvent d'une PMO, d'une personnalité morale qui doit gérer cette autoconsommation et qui nécessite quand même un petit peu plus d'ingénierie financière et juridique. Là, on a quand même une croissance forte avec plus de 50% en 2 ans, mais sur des volumes plus réduits. Voilà, donc je vais sans plus attendre laisser la parole à Lucie Pernet du cabinet Adaltis pour décrypter donc ces dernières évolutions réglementaires qui concernent les parkings, mais pas seulement. Lucie, je vous laisse la main. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, effectivement, je ne vais pas vous retracer l'historique de la réglementation en matière de végétalisation et de solarisation des bâtiments et parkings, et je vais aller directement à la loi APER du 10 mars 2023, qui vient renforcer et élargir les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments et des parkings en faisant coexister 2 régimes. D'abord un régime qui concerne les bâtiments les bâtiments nouveaux et les parkings associés à ces bâtiments, avec une obligation de solarisation et de végétalisation. Un sous-régime qui va concerner les bâtiments existants, on va voir tout ça ensuite. Et puis l'article 40 de la loi APER, j'imagine que c'est celui que vous connaissez le mieux et qui, lui, concerne uniquement les parcs de stationnement de plus de 1500 m², avec une obligation sèche de solarisation de ces parcs de stationnement. La loi APER a, quelques mois après, à peine fait l'objet de modifications par la loi Industrie verte, puis plus récemment, au début de l'année 25, par la loi DADU, donc la loi qui porte diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, et on a profité pour venir amender, modifier un petit peu le régime à la fois des bâtiments, mais également des parkings et de l'article 40. On va voir ça dans les slides qui suivent. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec du coup les obligations qui concernent les bâtiments. Et s'agissant des bâtiments, il faut distinguer 2 régimes, celui applicable aux bâtiments nouveaux, aux extensions et aux restructurations lourdes de ces bâtiments,
et puis le régime qui est applicable aux bâtiments existants. Pour les bâtiments nouveaux, les obligations de solarisation et de végétalisation sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024, s'agissant des bureaux de plus de 1000 m² d'emprise au sol, des bâtiments commerciaux, industriels, des entrepôts d'emprise au sol de plus de 500 m². Depuis le début de l'année 25, tous les bâtiments publics, comme les hôpitaux, les équipements sportifs, les bâtiments scolaires, sont également soumis à obligation dès lors qu'ils développent plus de 500 m² d'emprise au sol. Et le seuil pour les bureaux est passé de 1000 m² à 500 m². Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, toute autorisation d'urbanisme qui concerne un de ces bâtiments doit prendre en compte ces obligations. D'ailleurs, les formulaires CERFA de demande d'autorisation ont été modifiés. On a désormais une case emprise au sol pour que les services instructeurs puissent vérifier si on est en deçà ou au-delà du seuil de 500 m². Et on a aussi les pièces justificatives qu'on va avoir ensuite qui permettent aux services instructeurs de vérifier qu'on se conforme ou qu'on entre bien dans une des exceptions du régime de solarisation et de végétalisation des bâtiments. On le verra dans la slide suivante, mais les décrets d'application sont venus gérer le sujet des bâtiments mixtes, c'est-à-dire des bâtiments qui ont plusieurs destinations. Sont concernés ces bâtiments qui ont plus de 50% de leur surface de plancher affectée à un usage soumis. Je prends un exemple très simple, vous avez un bâtiment qui fait 1000 m² de surface de plancher, plus de 500 m² d'emprise au sol, et c'est un bâtiment mixte bureau-logement. Les logements ne sont pas soumis à obligation, mais dans notre cas, on a 550 m² de bureaux et 450 m² de logement. Dès lors que le bureau est soumis à obligation et qu'il est majoritaire dans le bâtiment, tout le bâtiment sera soumis à obligation, ce qui augmente considérablement le nombre de bâtiments concernés, dans un contexte où la plupart des documents d'urbanisme imposent une mixité fonctionnelle des bâtiments. Donc on sait qu'à l'avenir, vraiment de plus en plus de bâtiments vont être concernés, même certains bâtiments d'habitation, en tout cas certains bâtiments d'habitation mixtes. D'accord, il y a une forme de contagion qui est liée à ces dispositions en tout cas. Tout à fait. Pour les bâtiments existants, ce sont globalement les mêmes que pour les bâtiments nouveaux, mais la date à prendre en compte, c'est le 1er janvier 2028, c'est-à-dire que ce n'est pas encore en vigueur, mais c'est demain. Il va falloir anticiper parce qu'au 1er janvier 2028, les bâtiments doivent être en théorie conformes, c'est-à-dire que les travaux doivent être achevés. Aujourd'hui, les textes d'application ne sont toujours pas sortis. Très régulièrement, il y a une remise en cause de ces obligations, du calendrier, du seuil d'emprise au sol, etc., par un certain nombre de personnes, mais aujourd'hui, à date, on a cette obligation qui rentre en vigueur au 1er janvier 2028 pour les bâtiments existants, encore une fois, sauf à entrer dans une des catégories d'exemption de ces obligations. Alors, une fois qu'on a décidé quels étaient les bâtiments concernés, en quoi consistent ces obligations? C'est assez simple. Tous ces bâtiments, ces toitures, vous pouvez mettre la slide suivante, doivent intégrer soit un procédé de production d'énergie renouvelable, autrement dit le plus souvent des panneaux photovoltaïques, soit un système de végétalisation ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat. Et la surface sur laquelle s'appliquent ces obligations va augmenter avec les années. On est à 30% aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2024, c'est-à-dire 30% de la toiture doit comporter ce fameux procédé de production ENR ou ce système de végétalisation. En 26, ça sera 40%, en 27, 50%. Et pour les bâtiments existants au 1er janvier 2028, le seuil est encore à définir. Une modification importante dont on va reparler de la loi DADU, donc celle d'avril 2025, c'est qu'avant, il était possible de reporter un certain nombre d'obligations de solarisation des toitures sur les ombrières de parcs de stationnement. C'est-à-dire qu'on pouvait décider de ne pas solariser ou pas végétaliser les toitures et de reporter ces obligations sur les parcs de stationnement associés. Cette possibilité de report, elle a été supprimée par la loi DADU, de sorte que maintenant, on est sur deux régimes totalement indépendants. Les bâtiments sont soumis à obligation et pas possible de le faire sur le parking. Et les parkings, on va le voir ensuite, sont également soumis à obligation et on ne pourra pas reporter les obligations des parkings sur les stationnements. Donc, plus d'effet de mutualisation entre ces deux assets sur votre bâtiment et sur les parkings. Plus de mutualisation possible. Tout à fait. S'agissant des obligations et du processus, comme je vous l'ai dit, ça passe par l'autorisation d'urbanisme qui doit être déposée et qui doit
lorsque le pétitionnaire, vous pouvez mettre la slide suivante, se conforme aux obligations, produire une attestation qui fait état de l'installation d'un système de production d'ENR. Et lorsqu'en revanche, il ne se conforme pas aux obligations, il doit produire une attestation et tout un tas de pièces justificatives, notamment des études, des devis, etc., qui viennent attester qu'il rentre dans une des exceptions, légalement prévues. Ça, c'est pour les bâtiments nouveaux. Pour les bâtiments existants, et on verra d'ailleurs que c'est la même chose pour les parcs de stationnement existants soumis à l'article 40, le sujet va être un peu plus compliqué, puisque, sauf à ce que des travaux nécessitent une autorisation d'urbanisme après le 1er janvier 28, il sera difficile pour l'administration d'identifier les bâtiments non conformes et donc du coup de sanctionner le non-respect des obligations. Une autre difficulté, cette fois-ci plutôt côté opérateur, c'est que pour éviter ça, certaines collectivités, alors même que l'obligation pour les bâtiments et les parcs de stationnement existants ne sera opposable qu'en janvier 28, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'existe matériellement pas, les collectivités pourraient avoir tendance, à l'occasion de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme portant sur autre chose, par exemple, de solliciter quand même les attestations qui viennent justifier qu'on est bien conforme aux futures obligations qui entrent en vigueur en janvier 28, ou à l'inverse, les attestations qui justifient qu'on peut bénéficier d'une exemption. Autrement dit, on peut s'exposer à des refus d'autorisation ou des délais un peu plus longs pour expliquer aux collectivités que oui, on sera conforme au 1er janvier 28, mais que, en l'occurrence, cette obligation n'est pas encore opposable et qu'on n'a pas à en justifier avant le 1er janvier 2028. S'agissant, donc voilà, ça c'est lorsqu'on veut se conformer aux obligations. Comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'exceptions, d'exemptions à ces obligations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un opérateur peut justifier qu'il ne peut matériellement pas installer ni de dispositif de végétalisation ni de solarisation sur ces bâtiments pour des contraintes patrimoniales, parce qu'on est dans un site protégé, les abords d'un monument historique, un site inscrit, pour des contraintes économiques, parce que le coût d'installation par rapport au coût des travaux serait disproportionné, ou parce que le coût de production de l'énergie serait excessif, mais également tout un tas de contraintes techniques, notamment dans le cadre de l'existant et des rénovations lourdes, lorsque par exemple la toiture ne peut pas supporter le poids des panneaux photovoltaïques ou de la végétalisation, lorsqu'on a une pente de toiture trop importante, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était la slide suivante, mais je vais passer directement aux obligations qui concernent les parcs de stationnement, sachant que, comme je vous l'ai dit, deux régimes se superposent. D'abord, un régime qui est associé au régime des bâtiments et qui concerne les parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés, qui est géré par l'article L171-4 du CCH et 111-19-1 du Code de l'urbanisme, puis le régime de l'article 40 qu'on verra après. Alors, sur le régime des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés, globalement… Donc ça concerne beaucoup de monde, là. Il y a potentiellement beaucoup de monde qui ont des parkings… Parce qu'en fait, on arrive assez vite aux 500 mètres carrés. Ouais. Pour les parcs de stationnement qui existent, sont soumis à obligation ceux qui vont faire l'objet d'une rénovation lourde. Et pour les parcs de stationnement nouveaux, sont concernés ceux qui sont associés aux bâtiments dont on vient juste de parler, ou alors les parcs de stationnement autonomes mais ouverts au public. Eux, ils sont soumis à obligation depuis le 1er janvier 2024, et pour les bâtiments dont l'obligation n'entre en vigueur qu'en janvier 25, les parcs associés sont soumis à obligation depuis le 1er janvier 2025. À quoi sont-ils soumis comme obligation? Je ne vais pas parler des sujets d'aménagement hydraulique, mais uniquement de ce qui nous intéresse. Ils doivent, sur 50% au moins de leur superficie, installer des dispositifs d'ombrage. Et ce que ça signifie, c'est soit des dispositifs végétalisés, autrement dit des arbres, soit des ombrières. Et quand on installe des ombrières, celles-ci doivent nécessairement, obligatoirement, et sur 100% de leur surface, être photovoltaïques. Donc, globalement, depuis le 1er janvier 24, ou 25 selon le type de bâtiment, la plupart des parcs de stationnement nouveaux doivent justifier qu'ils sont soit ombragés par la présence d'arbres à canopée large, on va le voir,
soit qu'ils ont prévu l'installation d'ombrières photovoltaïques sur au moins 50% de leur surface. Ça, c'est pour le dispositif Code de l'urbanisme. S'agissant du dispositif de l'article 40, c'est la slide qui suit, pour le coup, ne sont concernés que les parcs de stationnement de plus de 1500 m². Mais en revanche, ça concerne tous les parcs existants et nouveaux. C'est-à-dire que cette obligation, elle va être, comme pour les bâtiments existants, une obligation de mise en conformité des parcs. Pardon. Le slide suivant, il me semble, parce que là, on est encore sur parc extérieur de 500 m². Donc c'est la slide suivante. Pardon. Voilà. Pour ces parkings de 1500 m², cette fois-ci, l'obligation, c'est l'installation d'ombrières. C'est-à-dire que normalement, on n'a plus le choix entre le dispositif végétalisé et l'ombrière photovoltaïque. On doit installer des ombrières photovoltaïques sur au moins 50% de la superficie. Ces obligations, elles ont une date, un calendrier d'application. 1er juillet, il faut retenir 2 dates, 1er juillet 2026, 1er juillet 2028, donc c'est demain. 1er juillet 2026, ça concerne les parcs les plus grands, donc les parcs de plus de 10 000 m², ou ceux qui sont en concession et dont le contrat de concession ou le renouvellement du contrat de concession intervient avant le 1er juillet 2026. Et le 1er juillet 2028, ça concerne les parcs de moins de 10 000 m², ou pour les parcs qui sont gérés en concession, ceux dont le renouvellement arrive après le 1er juillet 2026. On a une possibilité de report. Les collectivités locales qui ont des concessions, il faut qu'elles soient attentives particulièrement à ces dates. Tout à fait, parce que selon le contrat, la date de contrat du renouvellement, elles vont être soumises à obligation dans 1 an ou elles vont être soumises à obligation dans 3 ans. Sachant qu'il y a une possibilité de report pour prendre en compte les futurs panneaux nouvelle génération, haute performance énergétique, vous connaissez mieux que moi. Pour prendre en compte tout ça, on a des possibilités de report avec des dates qui changent globalement tous les 3 mois au gré des législations qui ont été, ces reports ont été instaurés par la loi Industrie verte, modifiés par la loi DADU, vont probablement être remodifiés par la loi la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme. Donc, il faut aussi être attentif à ça et aux dates qui varient pour commander ces nouveaux panneaux. On reviendra peut-être avec Christophe sur ce point, sur le fait qu'il y a des panneaux qui sont effectivement peut-être plus efficaces. S'agissant du calcul de la superficie à prendre en compte, que ce soit pour les parcs de plus de 500 m², donc c'est la slide suivante, ou les parcs de plus de 1500 m², globalement le calcul est le même, à une différence notable. Sont intégrés dans le calcul de la superficie, évidemment, les emplacements de stationnement, mais aussi les voies et cheminements de circulation. Et ça a été un gros débat, parce que parfois, ça peut conduire à une très grosse superficie de parc, alors que matériellement, c'est compliqué de mettre des ombrières photovoltaïques. À l'inverse, ne sont pas compris dans la superficie les espaces verts, les espaces de repos, les espaces de stockage, les espaces logistiques de chargement, de déchargement, etc. Et puis tout un tas de surfaces, celles qui sont situées à moins de 10 mètres d'une ICPE, celles qui voilà, ne peuvent, enfin, compte tenu de prescriptions de sécurité, ne peuvent pas être compris dans le calcul de la superficie. Alors, il y avait peut-être, juste pour vous dire qu'il y a quelques concessions automobiles qui peuvent être particulièrement intéressées par ce point, notamment, est-ce que finalement les zones de stockage des véhicules d'occasion, est-ce que c'est considéré comme assujetti ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Pour le moment, on n'a pas l'impression que ce point soit réellement tranché et ça dépend un petit peu localement comment apprécient le point les différents services instructeurs. Donc voilà, c'est un point qui reste encore à vérifier. Mais en revanche, voilà, s'agissant juste de l'article 40, il faut savoir que la loi DADU a déduit de la superficie du parc à prendre en compte les surfaces qui correspondent aux voies et cheminements de circulation empruntées par des véhicules de plus de 7,5 tonnes. Donc pour le moment, c'est intégré directement dans l'article 40. Donc toutes ces voies-là sont déduites du calcul de la superficie du parc et donc du calcul de la superficie soumise à obligation. Par ailleurs, la loi DADU a également instaurer la possibilité de mutualiser l'obligation sur des parcs de stationnement adjacents. Donc, il faut que ce soit des parcs qui soient sur la même unité foncière.
Ça demande des pièces justificatives, mais voilà, ça permet de mutualiser pour essayer de faire au mieux. Je pense que Christophe va nous expliquer comment ça fonctionne, mais pour essayer d'avoir quelque chose de plus cohérent dans cet objectif de solarisation d'un maximum de ces parcs de stationnement. Les exceptions sont globalement les mêmes, c'est la slide suivante, que pour les bâtiments. On retrouve les contraintes patrimoniales, les contraintes techniques, les contraintes économiques. Parmi les contraintes techniques, il y a la contrainte qu'on appelle la contrainte d'ombrage, qui reprend un petit peu l'obligation applicable au parc de plus de 500 mètres carrés. C'est-à-dire que pour les parcs qui seraient au 1er juillet 26 ou au 1er juillet 28 ombragés sur plus de la moitié de leur superficie, ou alors qui auraient des arbres à canopée large répartis à raison d'un arbre pour 3 places de stationnement, seraient automatiquement exemptés de cette obligation de solarisation. Donc c'est important parce que ça signifie que jusqu'au 1er juillet 26 ou au 1er juillet 28, il est possible d'anticiper l'article 40 de la loi APER en arborant les parkings de sorte à pouvoir entrer dans l'exception au moment de la deadline qui sera soit juillet 26, soit juillet 28. Donc ça, il faut l'avoir en tête, même si, encore une fois, certaines collectivités d'ores et déjà, à l'occasion de l'instruction d'autorisation d'urbanisme, quand elles se retrouvent avec des parkings de plus de 1500 m², vont anticiper les obligations de l'article 40 et solliciter les pièces justificatives du respect de l'obligation, à l'inverse du fait qu'on puisse rentrer dans une des exemptions. Je vais terminer très très rapidement avec les sanctions. Les sanctions qui sont qui sont à la fois différentes selon qu'on est pour les bâtiments, pour les parcs de stationnement ou pour les parcs de stationnement article 40. S'agissant des bâtiments et des nouveaux parcs de stationnement, la première sanction, c'est la non-obtention de l'autorisation administrative, puisque c'est à ce moment-là que le contrôle intervient. On a aussi effectivement une mise en demeure potentielle de régulariser des travaux avec des amendes administratives sous astreinte qui peuvent être assez importantes et qui sont d'autant plus importantes pour les personnes morales puisque en général tout ça est multiplié par 5, donc ça peut aller vite chiffrer. Et s'agissant des parcs de stationnement, ce sont les sanctions pénales administratives qui s'applique pour toutes les autorisations d'urbanisme. Donc là, on peut arriver à des amendes en théorie qui peuvent atteindre 300 000 euros, fois 5 pour les personnes morales, donc 1,5 million. Ça, ce sont pour les obligations qui découlent du CCH et du Code de l'urbanisme. Pour l'article 40, pour le moment, les sanctions sont plutôt mineures, puisqu'on est sur une amende de 20 000 euros pour les parcs de moins de 10 000 m² et de 40 000 euros pour les parcs de plus de 10 000 m², avec une sanction qui doit être proportionnée au manquement. Donc, si on montre la bonne volonté, une régularisation rapide, etc., on peut considérer qu'on aura une sanction un peu moindre. Donc, finalement, aujourd'hui, pour tout ce qui est nouveau, les sanctions sont les mêmes que d'habitude, j'ai envie de dire, sur les autorisations d'urbanisme, et peuvent être assez lourdes. À l'inverse, pour la mise en conformité des bâtiments et des parcs de stationnement existants, les sanctions sont encore relativement faibles pour le moment. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu dépassé. Je vais passer, je vais arrêter. Non, mais pas de problème. Mon intervention. Merci beaucoup, Lucie. Donc, il y a d'ores et déjà beaucoup de questions dans le chat, et donc ça veut dire tout simplement que ce sujet est sensible. Donc, merci pour ces précisions, et on reviendra sur les questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Lucie Pernet, donc à les poser. On prendra le temps à la fin. Et donc, Christophe qui va, lui, rentrer dans le détail sur, vous avez vu que dans la mise en œuvre d'un projet potentiel, la phase d'étude est très importante, soit pour identifier tout simplement la rentabilité du projet, soit également pour éventuellement identifier qu'il y a une insoutenabilité économique ou éventuellement qu'il y a des contraintes patrimoniales ou d'autres ordres qui font que le projet peut-être finalement n'est pas viable, ou au contraire il est l'obligation, on est exempté de l'obligation. Donc je laisse la parole à Christophe Vernet, donc qui va nous rentrer dans le détail sur les bonnes pratiques de l'étude de faisabilité solaire, qui est une étape particulièrement critique. Merci Arnaud et merci Lucie pour votre intervention.
Du coup, je suis Christophe Vernet, donc directeur technique chez Solaïs. Solaïs, c'est un bureau d'ingénierie et de conseil exclusivement dédié au photovoltaïque depuis 2008. Et donc, on peut vous accompagner notamment donc, de la faisabilité jusqu'à la réalisation. Et on est basé sur Sophia Antipolis. Donc, je vais aller directement sur le point de l'étude de faisabilité, le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'on part donc sur le slide suivant, c'est qu'on va partir d'un besoin, d'une analyse d'un besoin de la part de l'industriel ou du tertiaire. Et l'idée est de savoir si oui ou non mon projet est intéressant et si je veux le faire. Donc, c'est de l'expression du besoin à la prise de décision à travers cette étude de faisabilité. Donc là, c'est typiquement, je vais adresser tous ces points dans les slides suivants, mais finalement, c'est bien comprendre le besoin, donner des premiers éléments de lecture au maître d'ouvrage, prendre en compte tout ce qui est réglementation dont Lucie a parlé, notamment les contraintes pour enfin proposer une solution, un design PV qui puisse, qui soit compatible donc au site. Ensuite, on va étudier la performance. Donc, le système photovoltaïque va produire de l'énergie et il va falloir qu'on regarde l'adéquation entre cette production ou un productible et la consommation du site et faire un design finalement qui soit le plus pertinent, sachant qu'après, le nerf de la guerre, c'est la rentabilité économique. Donc, étudier le modèle économique, étudier la rentabilité du projet, le planning, donner un ordre d'idée sur le planning prévisionnel pour au final donner la grille de lecture au maître d'ouvrage pour décider s'il veut aller plus loin ou pas. Donc Donc là, dans le slide, Christophe, on est d'accord, tu interviens vraiment en amont, mais pas du tout dans la mise en œuvre de l'installation photovoltaïque ou de l'autoconsommation qui sera éventuellement installée. alors ça c'est l'étude de faisabilité donc on vous accompagne sur l'étude de faisabilité. Après, l'idée pour nous aussi c'est de proposer une prestation d'AMO, d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, pour vous accompagner depuis la consultation des entreprises jusqu'à la mise en service du générateur. Donc c'est vrai D'accord, que là je très fais un bien, pour être focus sur conforme la aux faisabilité. attendus. Voilà, tout à fait. Donc, dans le slide suivant, donc je parle des différentes réglementations et contraintes. Bon, au niveau urbanisme, donc effectivement, donc on va prendre en compte les spécificités du site. Ça peut être un site ICPE, ça peut être un site Céveso, ERP, donc établissement recevant du public. On a des problématiques d'ABF, d'inondation et parfois d'éblouissement quand le projet est vraiment à proximité d'un aérodrome. Ça peut être bien de vérifier que comme la DGAC a pu le demander jusqu'en 2024, de regarder vraiment l'enjeu éblouissement, parce qu'il y a eu quand même des jurisprudences là-dessus. On peut vous accompagner aussi sur cet éblouissement qu'on étudie depuis 2010 maintenant. L'enjeu, c'est vraiment aussi en amont de l'étude, c'est vraiment de comprendre le projet et voir qu'il y a plusieurs acteurs. Donc, en autoconsommation photovoltaïque, il faut bien comprendre que l'autoproducteur doit être l'autoconsommateur. Donc l'industriel, le tertiaire doit être le consommateur, doit être le producteur, alors que le porteur du projet, ça peut être effectivement ce consommateur, mais ça peut être le propriétaire, par exemple, du parking qui loue le parking à un industriel, par exemple. Donc, comprendre ces différents acteurs, savoir si on est en propriétaire, locataire, savoir également quel est le mécanisme d'investissement, le système d'investissement que le maître d'ouvrage a en tête. Est-ce qu'il veut investir en propre? Est-ce qu'il veut être tiers investisseur? Est-ce qu'il veut passer par une autre société pour investir à sa place? Tout ça, c'est des choses qu'on va aborder dans cette étude. Les obligations de solarisation, donc Lucie nous en a beaucoup parlé. Alors, je parlais de stratégie d'évolution interne, savoir si des parkings, si l'industriel veut conserver des parkings pour une future extension.
voilà, donc c'est des choses qu'il va falloir qu'on aborde. Et au final, le schéma de valorisation, à savoir, est-ce qu'on va faire de l'autoconsommation totale ou partielle? Donc une autoconsommation partielle, on va autoconsommer et le reste, on va essayer de l'injecter sur le réseau. Est-ce que ça va être de l'autoconso individuelle au collectif? Donc ça change beaucoup de choses, notamment sur la fiscalité, donc sur la rentabilité. Est-ce qu'on va injecter tout totalement sur le réseau? Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et voilà. Et donc, et au final, en termes d'autoconsommation, ce qui est important, c'est de comprendre la stratégie donc du consommateur sur le long terme. Quelle est sa vision sur les 10-20 années à venir, sachant qu'un générateur, donc il dure 20-30 ans minimum. Donc sur le slide suivant, donc je vais parler du design. Et donc, il arrive, je pense. Voilà. Donc, typiquement, le design, c'est analyser le terrain. Donc là, on est par exemple sur un parking où on a beaucoup d'ombrage. Donc, on travaille avec des modèles numériques de surface qui nous permettent d'identifier les ombrages. Et on peut voir que que ce soit en hiver ou en été, sur les rangées les plus au sud, les plus proches de l'ombrage, on voit que quelle que soit l'année, finalement, on a des ombrages donc, qui vont gréver la rentabilité du projet. Donc, cette phase de design est importante pour prendre en compte tous les éléments, toutes les contraintes locales, donc les ombrages, les lignes électriques qui vont nous empêcher de mettre des ombrières, l'état des toitures, etc., pour proposer donc une solution technique complète. Donc la solution, elle est composée des modules, ça c'est le nerf de la guerre, du système d'intégration qui va porter les modules, que ce soit les ombrières ou aussi en toiture des différents systèmes d'intégration, et les onduleurs qui vont convertir l'énergie continue en courant continu des modules pour le transformer en alternative pour l'injecter sur l'installation locale. Donc pour ça, on va définir le calpinage qui va nous permettre de définir la puissance installée et de proposer une architecture électrique. Une fois qu'on a cette solution technique, la question c'est de savoir quel est le productible. Donc le productible, c'est les kilowattheures qui vont être générés par an par le système photovoltaïque, ramenés à la puissance installée. Voilà, c'est productible aux productions, c'est un peu pareil. Donc, c'est quelle est la performance photovoltaïque. Donc, pour ça, on va regarder finalement un historique long terme de l'ensoleillement qu'il y a eu localement sur site. On va regarder sur les 10 dernières années et on va faire des simulations avec des logiciels comme PV-Syst qui vont permettre de définir le productible, ce qu'on appelle P50 et P90. Le productible P50, c'est le productible moyen qu'on va pouvoir espérer sur les 20 années du modèle économique, sachant que les modules, pour information, dégradent d'environ 0,5% par an. Ça, c'est pris en compte dans le modèle économique. Donc, ce scénario P50, c'est vraiment pour l'investisseur, savoir sur le long terme comment le comportement moyen du générateur. Aussi, c'est important aussi d'estimer le P90. Donc, le P90, c'est la production annuelle entre guillemets pire cas où vous avez 90% de chances d'atteindre. Et ça, c'est un scénario qui va être pris en compte dans votre structuration bancaire, puisque quand vous allez demander de la dette, le banquier, lui, il ne va pas aller chercher votre P50, il va s'assurer que vous êtes en mesure de rembourser avec un percentile de 90%. Et pour faire ce P90, donc on va regarder un peu toutes les sources d'incertitude, qui peuvent être des sources de l'ensoleillement, puisque d'une année sur l'autre, on n'a pas le même ensoleillement, on n'a pas le même encrassement. Les modules, on sait comment ils produisent, mais il y a quand même une incertitude dessus, l'indisponibilité aussi. Voilà, donc c'est cette étude de productible qui va permettre de bien comprendre quel va être le potentiel, la performance photovoltaïque de votre projet. Ensuite, ce qui est intéressant, donc dans le slide suivant, c'est de voir comment ça se marie avec la consommation. Donc pour ça, on va comparer la production annuelle sur un pas de temps, donc c'est sur le slide suivant, merci,
sur un pas de temps inférieur à 1 heure avec des points, par exemple 10 minutes que vous pouvez demander à Enedis. Donc en bleu, par Vous exemple. pouvez trouver sur la plateforme Datamark Neo. Pardon, c'était l'autopromo. Excusez-moi. Excuse-moi. Pas de souci. Voilà, donc en bleu, en haut à droite, c'est par exemple la production, la consommation d'un site, et en rouge, c'est la production tout au long de l'année, c'est des données horaires. Et au final, ce qui est important, donc quand on fait varier les 10 dernières années d'irradiation, c'est de voir quel est le taux d'autoconsommation et d'autoproduction. Le taux d'autoconsommation, par exemple, si vous avez un 70% d'autoconsommation à un instant donné, ça veut dire que 70% de la production PV sera autoconsommée et 30% devra être évacué soit sur le réseau, soit perdu. L'autoproduction, si vous avez une autoproduction de 30%, là, ça va vous dire que sur un instant T, vous avez 30% de votre consommation qui a été offerte par le photovoltaïque. Donc là, on va faire une analyse comme ça annuelle. Donc, toutes ces barres bleues, finalement, c'est la variation au long des 10 années de simulation. Et ce qu'on voit, c'est que l'autoconsommation, là, dans cet exemple-là, il est entre 40 et 100% tout au long de l'année. Mais au global, sur l'année, ce qui est encerclé, là, on a une autoconsommation d'environ 70%. Et pareil, pour l'autoproduction, on a une autoproduction de 30%. Donc la question, c'est de bien designer le système pour avoir une autoconso la plus forte possible. Parce que injecter sur le réseau, ça grève quand même la rentabilité du projet. Sachant Donc une fois, que l'évacuation sur le réseau, l'injection, les tarifs de rachat sont plutôt à la baisse. Très à la sont baisse. tellement à la baisse que maintenant c'est même devenu un appel d'offres, et donc autant dire que c'est plus d'actualité. Donc aujourd'hui en Donc on est 2025, vraiment dans une logique d'optimisation de l'autoconsommation. C'est ce que tu veux dire. voilà, on va optimiser jusqu'à atteindre 95% minimum d'autoconsommation. Donc Très bien. une fois qu'on a fait on a un design avec des taux d'autoconso qui sont pertinents, on va pouvoir adresser le modèle économique sur le slide suivant, où on va établir quels sont les CAPEX, donc quel est l'investissement à date en 2025, ça varie beaucoup, mais bon, quel est l'investissement en 2025, quels sont les OPEX, donc le loyer, la maintenance, donc les OPEX qu'on charge d'exploitation annuelle, pour enfin définir donc des indicateurs économiques sur 20 ans ou sur 30 ans, mais en général dans le PV on raisonne plutôt sur 20 ans, avec une rentabilité d'un TRI, projet ou investisseur, une vanne en fonction du taux d'actualisation du maître d'ouvrage, de ces bonnes pratiques, un coût de l'électricité, puis des indicateurs plus pour savoir si DSCR, pour savoir si on va pouvoir aller lever de la dette. Voilà, et donc à l'issue de cette étude de faisabilité où on va aussi parler planning, voilà, on propose un projet, on propose une rentabilité, et dans la réunion de restitution, après, c'est des résultats qui vont bien sûr pouvoir monter au CODIR, etc., pour donner le go-no-go. Est-ce que, OK, ces valeurs respectent les critères du groupe? Oui, parce que c'est dans ma stratégie, je fonce, je passe à la réalisation. Non, est-ce que si c'est pas rentable au regard des critères du maître d'ouvrage, du coup on peut envisager des systèmes de tiers investissement. Tout à fait. Donc les systèmes de tiers investissement, juste pour rappeler, c'est des gens qui vont investir à votre place et qui ont des critères de rentabilité différents, tout simplement. Et vous percevez en contrepartie un loyer ou en tout cas une forme de rétribution. Tout à fait. C'est un contrat à travers un contrat de mise à disposition de l'électricité. Donc je terminerai sur 2 retours d'expérience. Un premier qu'on a avec le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, pour laquelle on a fait l'étude de FESA cette année, et on est en phase d'AMO pour la réalisation, où ils avaient un projet de parking avec des ombrières, une ligne RTE qui traverse le site, donc la zone en rouge où on n'a pas pu mettre d'ombrière,
des objectifs de groupe qui étaient de solariser et de végétaliser les différents parkings, sachant qu'il y a beaucoup de parkings qui communiquent entre eux avec une stratégie donc de solarisation, végétalisation qui est complexe. Et finalement, aujourd'hui, aujourd'hui, on en est sur la discussion. Dans ce cas-là, en fait, le donneur d'ordre est le propriétaire du parking. Il n'est pas l'industriel. Donc là, on est en discussion avec l'autoconsommateur et je dirais que dans ces cas-là, ce qui est vraiment intéressant et important, c'est de mettre, c'est que toutes les entités, tous les acteurs soient vraiment partie prenante et qu'on n'arrive pas à des, voilà, que chacun comprenne l'intérêt. Là, pour l'industriel aussi, l'intérêt, c'est de respecter son décret tertiaire. Pour le propriétaire du terrain, c'est de respecter ses lois de solarisation. Donc, quand on a comme ça beaucoup d'acteurs, le conseil que je dirais, c'est de tous les mettre dès le début autour de la table pour gagner vraiment du temps. D'accord, puisqu'il y avait des intérêts convergents sur des réglementations qui les touchaient tous les deux, et finalement la solution permet de se mettre en conformité tout en ayant aussi une rentabilité. Tout à fait, tout à fait. Donc sur le deuxième et dernier slide, donc là c'est un peu plus, ça date de quelques années. Donc là c'est Thales Alenia Space à Cannes, qui est donc gros site industriel, donc avec beaucoup de parking, et donc on a réussi. Donc ça c'est du Google, donc les ombrières sont là. Il y a 1 mégawatt d'ombrières, taux d'autoconso à 100%, donc il ne réinjecte rien sur le réseau. Tout est injecté sur la boucle HTA, donc la boucle moyenne tension du site. Le porteur de projet, Thales, est l'autoconsommateur. Donc là, pour le coup, les rentabilités du projet ne respectaient pas les critères du groupe. Et du coup, ils sont passés par un tiers investissement, donc une autre société qui leur a proposé donc d'installer, d'opérer le générateur et de mettre en place un contrat de mise à disposition d'électricité sur lequel Thales s'est engagé sur 20 ans. Et je dirais que ce qui est important, c'est que voilà, donc il y avait pas mal de parkings et aussi avec cette stratégie de mettre d'expansion du site, donc garder certains parkings pour plus tard, mettre du photovoltaïque là où il faut, donc une stratégie un peu plus complexe avec la problématique des GAC de l'éblouissement, puisqu'on est en bout de piste de l'aérodrome Cannes-Mandelieu. Donc on a, voilà, l'idée c'est de tout faire en sorte que ça soit un beau projet et qui soit rentable et qui voit le jour. D'accord, et ça nécessitait d'avoir une projection quand même à long terme, effectivement, d'anticiper une éventuelle évolution du site. En tout cas, là, il y avait une démarche assez sophistiquée. Tout à fait. Voilà, Merci Christophe. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce projet ou sur autre chose? Non, on va laisser la place à ta présentation. D'accord, très bien. Mais, en fait, je vais passer très rapidement. Donc, juste je rebondis sur ce que tu as signifié à un moment, Christophe, pour ensuite enchaîner rapidement sur les questions. Ce qui est important, c'est de pouvoir dimensionner une centrale photovoltaïque, effectivement, sur la base des consommations réelles des besoins. Je passe rapidement sur le contexte des décret tertiaire. Le contexte réel des besoins, c'est souvent, vous savez, vous avez des obligations avec le décret tertiaire notamment, et pour atteindre ces obligations de décret tertiaire, c'est souvent, vous avez des actions de performance énergétique et des travaux à réaliser. Et un levier important pour tenir ces obligations, c'est de mettre, entre guillemets, sous contrainte les opérateurs de travaux, ou en tout cas les gens qui vous aident à atteindre ces objectifs, en réalisant des contrats de performance énergétique. Et pour réaliser ces contrats de performance énergétique, qui ont plutôt des bénéfices clients de réduction de facture d'énergie, de décarbonation du bâtiment, de valorisation du parc, le but, c'est que ça commence toujours finalement par un audit énergétique. Donc on revient en fait finalement à la phase d'étude qui était spécifique sur le photovoltaïque, mais en amont de ça, éventuellement pour identifier un intérêt de la centrale photovoltaïque ou du potentiel solaire, commencer par un audit énergétique, c'est toujours un bon mouvement, en tout cas une bonne initiative. Donc,
Juste pour résumer, planifier en phase d'audit, éventuellement d'études de potentiel solaire pour identifier les travaux ou les actions de performance énergétique pertinentes, c'est une phase indispensable. Mettre en œuvre, réaliser les travaux, mesurer les résultats des travaux et enfin ajuster, éventuellement corriger dans le cadre d'un accompagnement spécifique si on voit un intérêt, notamment par exemple, quelque chose de très simple, on l'a vu, la mobilité électrique est un usage qui va exploser, qui commence déjà à se voir dans un certain nombre de parcs tertiaires, notamment de certains de nos clients comme La Poste. Il y a un intérêt en tout cas à décaler certains usages de recharge de véhicules électriques, par exemple, sur les futures heures creuses qui vont apparaître à partir de novembre 2025 sur certains sites tertiaires, vous le savez, puisque c'est une réforme qui a été prévue par la Commission de régulation de l'énergie. Voilà, donc pour pouvoir visualiser ou en tout cas vérifier que certains travaux, y compris des travaux incluant des centrales photovoltaïques, atteignent les résultats, eh bien, nous, en tout cas, chez Sobre, on a une plateforme et un module qui s'appelle Mon Éco-Performance qui permet de vérifier la prévision, ce qu'on avait prévu comme réduction de consommation d'énergie et le réaliser. Et donc ça, c'est effectivement un atout pour suivre les travaux, suivre la performance réelle de ce qui est prévu au départ. Voilà, et d'identifier finalement en comparant les économies projetées versus les économies réel. Voilà, donc ce module respecte, avec l'accompagnement de certains énergie managers certifiés IPMVP, qui est un référentiel international détenu par l'organisation EVO, eh bien, permettent en tout cas d'avoir cette référence statistique pré-travaux et d'avoir le suivi post-travaux pour vérifier finalement qu'on est à la hauteur des attentes. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de contrat de performance énergétique, de flexibilité électrique et autoconsommation, n'hésitez pas à découvrir nos livres blancs. Et puis, on va basculer tout de suite dans les questions à destination de nos experts. Voilà, donc je vais reprendre quelques questions. Donc, Lucie et Christophe, il y a quelques questions. Alors, Lucie, première question, qui du locataire ou propriétaire du bâtiment ancien doit prendre en charge les travaux issus de la réglementation soit de la loi APER ou en tout cas des autres réglementations qui concernent le bâtiment. Pour les bâtiments anciens. Je remets mon micro. Pour les bâtiments, c'est a priori le propriétaire, en tout cas le maître d'ouvrage, qui est responsable de la conformité de son propre bâtiment. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est des modifications de la loi DADU. Pour les parcs de stationnement, ce sont aussi les propriétaires qui sont responsables, sauf pour les parcs qui sont en concession, pour lesquels ce sont les concessionnaires qui sont responsables de ces obligations. Les opérateurs pour le compte du maître d'ouvrage. Autre question, qu'en est-il de la réglementation dans les business parks? Alors, le business park, c'est du tertiaire, mais qui comporte de grandes surfaces de voirie, de parking, de nombreux bâtiments sur une seule et même emprise? Alors là, si c'est sur une seule, en fait, ça va être un peu différent selon les business parks. Si on a plusieurs bâtiments, on va déterminer si chaque bâtiment a une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés. Et bâtiment par bâtiment, on va regarder s'il est soumis à obligation. S'agissant des parcs de stationnement, si les parcs sont totalement autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la même voirie, qui sont, je ne sais pas, par exemple, de part et d'autre d'un bâtiment avec des accès différents, ils ne seront pas, ils seront soumis à obligation chacun pour leur part. En revanche, dans la question, je comprends qu'on est plutôt sur des voiries partagées où on a accès à certains parkings, etc. À ce moment-là, on va calculer classiquement, les voies de cheminement internes sont prises en compte, donc la circulation interne est prise en compte, toutes les places de stationnement en tant que telles sont prises en compte et on ne pourra enlever que alors pour l'article 40, les voies qui servent aux engins de plus de 7,5 tonnes, les zones de stockage, etc. Donc en fait, la réglementation va s'appliquer comme pour classiquement un bâtiment, un parc de stationnement. C'est juste que là, les calculs de ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans le calcul de la superficie vont être peut-être un peu plus complexes et un peu plus débattus avec les services instructeurs. Mais ce sont les mêmes obligations qui vont s'appliquer.
Très bien. Merci beaucoup. Existe-t-il un moyen d'être, alors là, c'est évidemment, il y en a pas mal qui veulent être exemptés, mais existe-t-il un moyen d'être exempté si le seul moyen existant est un parc d'ombrières lesté et que le coût est tel que le ROI est supérieur à 20 ans? Est-ce qu'il y a un ROI finalement qui fait qu'à la fin, c'est clair qu'on est exempté? Alors là, pour le coup, il faut rentrer dans les exceptions qui sont économiques et qui sont listées et précisées par décret et arrêté. Donc, j'ai pas la réponse précise à la question, mais c'est justement ce à quoi servent les études de faisabilité. Donc, c'est peut-être vous qui allez Alors, répondre. ouais, oui, je peux répondre. En fait, sur la question de la rentabilité économique, en fait, ce qui est spécifié, c'est qu'on va calculer le LCOE, c'est le coût actualisé de l'énergie qui est généré par ces ombrières, par ces générateurs PV. Et s'il dépasse, si le LCOE est supérieur à 20% du tarif de référence, donc du tarif de rachat de référence que pourrait proposer EDF, obligation d'achat. À ce moment-là, c'est une exemption qui est une exonération, pardon, qui est autorisée. Donc il y a un critère non pas sur le ROI, mais plus sur le coût de l'électricité photovoltaïque. D'accord. Mais donc, ça dépend aussi donc du contrat qu'on a à l'instant T, qui peut évoluer. Qui évolue tout à fait. Ça dépend donc du contrat qui évolue et ça dépend de la localisation finalement du site. Du Donc si site, c'est ouais. à Nice, ce sera très rentable. Si c'est à Lille, ça le sera moins. Ça dépend des conditions d'ombrage. Donc les ombrages vont jouer aussi sur la performance, donc sur le LCOE. Donc c'est vraiment des spécificités locales. Ok, donc on est obligé de passer par une étude du site, effectivement. Quel est le risque à date de planter des arbres au lieu de mettre des ombrières sur des parkings existants supérieurs à 1500 m², donc là, on est dans ce cadre de régime, ou de faire un mixte arbre et PV pour obtenir l'optimisation des ombrières? Comment on peut jouer éventuellement sur un mix versus C'est une bonne question. D'abord, il y a peut-être une précision que j'ai oubliée, qui est que la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme prévoit à ce stade que l'obligation de solarisation des parcs de stationnement de plus de 1500 m² on puisse faire un mix ombrage par les arbres et ombrières. Du coup, voilà, on va quand même vers un assouplissement de l'obligation de solarisation pure et dure de ces parkings-là, en rajoutant une possibilité, en tout cas pour une partie du parc, d'ombrage par des arbres. Mais si je reviens à la question qui est comment faire pour optimiser, est-ce qu'on peut anticiper ces obligations? La réponse, selon moi, est oui. C'est-à-dire que si au 1er janvier 28, des arbres ont été plantés et couvrent 50% de la superficie du parc, ou sont plantés à raison d'un arbre par 3 places de stationnement, à ce moment-là, on rentrera dans un des motifs d'exemption qui devra être apprécié au 1er juillet 26 ou au 1er juillet 28. Il faut juste s'assurer que vos arbres soient effectivement plantés à cette date-là. Et on peut tout à fait imaginer aussi un mix, puisque à ce moment-là, les espaces verts seront déduits de la superficie à prendre en compte pour le reste des obligations de solarisation. Donc oui, il est possible d'optimiser et d'anticiper, mais voilà, il faut juste avoir conscience que les dates arrivent vite. Très bien. Merci pour ces précisions. Christophe, peut-être une dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. C'est une question qui ouvre finalement un peu le sujet autour du stockage. Alors, il n'y a pas de réponse peut-être très ferme à ce stade, mais peux-tu nous éclairer sur à partir de quel seuil financier, euros par mégawattheure, le stockage est-il pertinent et à prendre en compte pour l'optimisation de la centrale? Alors, Est-ce que tu as donc une ouverture sur ce sujet du stockage, ou en tout cas quelques indicateurs qui feraient que finalement le stockage, alors dans un contexte tertiaire, il faut quand même bien étudier le cas, mais est-ce que tu as des indicateurs qui pourraient éclairer notre audience? alors nous, chez Solis, on travaille sur le stockage depuis 3 ans, donc c'est vrai alors plus sur les grosses centrales. Ce qu'on a pu voir quand même aujourd'hui en 2025, c'est que
Donc le stockage servirait à optimiser, à maximiser le taux d'autoconsommation. Par exemple, vous êtes à 70%, permettrait de monter à 90%, voire plus. Le prix du stockage diminue fortement, continue de diminuer sous la pression de la Chine qui arrose un peu le monde entier avec du stockage. Aujourd'hui, je dirais que ça reste très compliqué de rendre un modèle rentable avec du stockage. Ça grève quand Même à même Nice? beaucoup les capex. Bah, peut-être pas aussi vrai à Nice, on est d'accord, mais aujourd'hui, les solutions de stockage on réfléchit plus à multiplier les sources de valorisation du stockage, donc de ne pas utiliser le stockage que pour l'autoconsommation. Donc sur des systèmes un peu plus gros, on va pouvoir travailler avec des services systèmes pour le réseau. Là, ça va pouvoir être des modèles qu'on va pouvoir rentabiliser. Sur du tertiaire avec stockage, alors sur le stockage CNI, je suis pas forcément au fait, mais je pense que la rentabilité est encore assez limitée en 2025. Peut-être qu'il faudra encore attendre quelques années que le stockage diminue. Eh bien, très bien, Christophe. Merci beaucoup pour cette ouverture, en tout cas sur les perspectives de stockage pour augmenter les taux d'autoconsommation notamment. Merci Lucie aussi pour vos précisions sur la réglementation et on voit qu'il y a encore quand même, il faut anticiper et se tenir au courant. On aura l'occasion certainement de refaire des points prochainement, à la fois sur la dimension de la loi APER, mais aussi sur d'autres éléments réglementaires comme le décret tertiaire, comme vous le savez. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. On n'a pas pu répondre à l'entièreté de toutes les questions, mais à 80% d'entre elles, on reviendra vers vous pour ceux qui ont pas été, auxquels on n'a pas répondu. En tout cas, avec plaisir pour continuer ce débat et continuer cette veille, en tout cas ensemble. Merci et très bonne journée. Au revoir. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Bonne journée. Au revoir.